Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Sama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal de news intéressantes ce mois. Bon, c'est comme toutes les semaines en vrai. Bon, bien qu'il y a des semaines un petit peu plus calmes, mais là, on a un petit peu de tout au niveau news. On a notamment le framework Laptop 16 qui a été mis à jour. Nous avons la Rogue X qui se monte. On sait la date de sortie. Nous avons du fait que Google va tout simplement bloquer l'installation d'applications tiers sur Android si le développeur n'est pas enregistré avec eux. Donc ça, on va en parler. On a aussi les Google Pixel 10 qui se sont montrés, qui ont été annoncés, donc ça c'est plutôt cool. Et nous avons aussi des news au niveau hardware de manière générale. Une baisse de prix sur les cartes graphiques Nvidia, oui je sais, c'est plutôt notable parce que ça n'arrive pas très souvent. Des détails sur possiblement l'architecture RDNA 5.0 d'AMD. Nous avons aussi d'autres news en tout genre, même le fait qu'une RX 9070 GRE avec 16 Go de VRAM pourra arriver, donc c'est plutôt intéressant. Bref, dans tous les cas, beaucoup de news. Vous avez une table de matière dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. Et la première news de la semaine, c'est le fait qu'on a repris les podcasts sur Mémoire Vive. Donc, si vous ne savez pas, j'ai lancé une chaîne de podcast avec Mathis et Gauthier, la chaîne French Hardware. Et on a lancé du coup une chaîne podcast qui s'appelle Mémoire Vive, tout simplement. Donc, c'est un podcast tech, mais on parle un petit peu des trucs en rapport avec la tech. Et le but, c'est juste discuter un petit peu des actualités ou de certains sujets qui nous tiennent à cœur. Donc, c'est plutôt intéressant. En général, c'est 1 heure à 2 heures de podcast. Vous pouvez l'écouter aussi sur Spotify et tout ça. Donc, vous aurez un lien dans la description vers cet épisode-là qui est sorti. On en a tourné un autre et on va faire plus d'épisodes avec des invités. On a fait une petite pause pendant l'été parce que c'était un peu compliqué de tourner quoi qu'il arrive. Mais ça nous a permis aussi de mieux organiser les choses pour tout simplement avoir plus d'invités. Le but, c'est d'avoir des invités qui ont des histoires intéressantes, des personnes que vous ne voyez pas forcément, qui travaillent un petit peu dans l'ombre de la tech, mais qui pourtant influencent votre quotidien de tous les jours. Donc ça serait, selon moi, très intéressant. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mémoire Vive pour ne pas manquer les podcasts. Et encore une fois, pour les suivre sur les différentes plateformes de podcasts. On a Spotify, Apple Podcasts, et puis une troisième, je ne sais plus c'est laquelle. C'est tout disponible sur la chaîne Mémoire Vive, de toute façon. Ensuite, nous avons le fait que Google a montré les Pixel 10 avec la nouvelle puce Tensor G5. Alors, la grosse nouveauté ici, c'est que déjà, le design reste très similaire, on va être très honnête, aux anciens Pixels, avec toujours cette barre horizontale, mais arrondie évidemment, pour que ça donne un design très sympa. Il y a d'ailleurs des leaks, les nouveaux iPhones arrivent très bientôt, il y a des leaks comme quoi les iPhones pourraient avoir un design en partie similaire à ça, donc ma foi, on verra bien. Mais dans tous les cas, les grosses nouveautés ici sont, vous en doutez bien, au niveau IA, forcément, vu que Google... Mais la plupart des appareils Android qui utilisent des IA et tout ça, de toute manière, utilisent Gemini. Et Gemini, c'est fait par Google. Donc forcément, Google est un petit peu à l'avant de tout ça parce que c'est littéralement eux qui le font. Donc ces nouveaux, justement, Pixel Phones seront peut-être pas les plus puissants, mais la nouvelle puce Tensor G5 promet de tout simplement faire tourner encore plus de choses en local et de manière plus rapide. Donc ça, il faudra voir parce que la plupart des trucs d'IA intéressants sur smartphone, selon moi, et ils tournent dans le cloud. Donc voilà, ça casse un petit peu l'intérêt. Vous achetez un téléphone spécial IA qui permet de faire tout et rien. Et au final, vous ne faites justement rien parce que dès que vous n'avez plus Internet, vous ne pouvez plus contacter les serveurs qui faisaient en réalité tout le travail. Donc juste envie de dire, je peux utiliser mon vieux téléphone de voilà 3 ans qui avait qui avait très peu d'accélération d'IA, mais qui a toujours la même connexion Internet et qui peut faire la même chose. Enfin bref, il y a quand même des trucs très sympas. Google fait, selon moi, de tous les constructeurs de smartphones, c'est eux qui arrivent à faire le mieux au niveau IA et vraiment des trucs qui sont intéressants, notamment toute l'édition de photos sur Google Photos est très bonne. Vous pouvez vraiment enlever facilement des personnes ou juste des objets qui traînent en arrière-plan. Comparé à ça, Apple est juste à la ramasse. Vous avez aussi des trucs... Il me semble que Xiaomi a leur propre truc d'IA et c'est un petit peu aussi à la ramasse. Donc, il faut quand même le reconnaître. Ils dominent, on va dire, à ce niveau-là. Maintenant, oui, beaucoup de ces trucs-là tournent dans le cloud, donc ma foi. C'est à vous de voir. La partie photo aussi a été améliorée. Comme vous pouvez voir, il y a un triple setup sur tous les pixels maintenant, que ce soit le Pixel 10, le Pixel 10 Pro et le Pixel 10 Pro XL. Ils ont tous les trois capteurs photo. Donc ça, c'est plutôt cool. Le Pixel 10, évidemment, utilise des capteurs photo qui sont un petit peu plus petits. Donc même si vous pourriez dire, c'est le même setup, pas vraiment. Le Pixel 10 Pro et 10 Pro XL, eux, par contre, utilisent des capteurs qui sont plus gros, donc plus larges,
plus de lumière, donc meilleure qualité surtout en basse lumière. Et aussi, juste de manière générale, si vous avez un capteur plus grand, ça va vous donner plus de possibilités. Même si évidemment, Google est connu justement pour faire énormément avec des capteurs qui sont souvent très vieux, hein, si on se souvient sur les anciens Pixels. Mais là, c'est cool de justement voir un triple setup parce que selon moi, 3 caméras pour un smartphone, c'est excellent. Vous avez grand angle, enfin ultra grand angle pour prendre en photo quelque chose qui est peut-être trop grand, ou que si vous êtes dans une pièce et que vous voulez prendre une photo de tout le monde, c'est parfait. Puis vous avez le grand angle classique, soit proche de 24 mm, équivalent en 30, sur une caméra normale. Ben là, c'est juste parfait pour la plupart des photos, et c'est souvent le capteur le plus gros. Et puis vous avez un téléphoto qui permet juste voilà, de soit de prendre des jolies photos portraits, parce que avoir le zoom, le léger zoom fait de la compression qui voilà, est plus satisfaisant à regarder. Aussi, c'est mieux pour le visage de la personne que vous prenez en photo, parce que sur un grand angle, le nez a tendance à être plus gros, parce que c'est plus proche de la caméra, donc ça agrandit ça. Alors que quand vous avez un téléphoto, ça va compresser un petit peu la tête de la personne, et c'est plus flatteur, tout simplement. Et du coup, téléphoto, un must selon moi. Donc c'est cool de le voir. Donc c'est cool de voir quoi qu'il arrive sur le modèle d'entrée de gamme, enfin entrée de gamme, parce qu'évidemment plus tard il y aura une version A qui sera encore moins chère. Faudra voir si la version A aura le triple setup aussi photo. Je crois pas. Je pense qu'ils auront juste 2 capteurs, mais bon. Et puis les Pixel 10 Pro et 10 Pro XL, comme j'ai dit, ont un capteur ou des capteurs qui sont plus grands. On peut voir d'ailleurs les specs ici. Comme vous pouvez voir ici, ils ont du 48 mégapixels sur le Pixel 10 de base, et puis 10,8 mégapixels, et puis 10,5 mégapixels pour le selfie, et puis je sais pas, ils ont pas... 13 mégapixels voilà, pour l'ultra-wide, alors que par contre, les versions Pro, eux, c'est 50, 48, 48, et puis 42 à l'avant, donc forcément, ouais. Le nombre de mégapixels ne veut pas tout dire, mais c'est aussi des meilleurs capteurs. Ils sont juste beaucoup plus gros. Et ça se voit d'ailleurs au niveau des specs ici, comme il le montre. Donc ça semble tout à fait raisonnable. Et puis, nous avons aussi le fait qu'ils ont évidemment sorti le Pixel 10 Pro Fold. Contrairement à Samsung qui fait genre S25, et puis on fait les Fold après, Google, ils sortent tout. Ils sortent vraiment tout, et puis après, ils sortent le 1 un peu plus tard. Donc là, on a aussi le Pixel 10 Pro Fold qui a été annoncé en même temps. Et il y a eu des petites mises à jour, mais c'est globalement la même chose, on va dire. Toujours intéressant, même si, comme vous pouvez voir au niveau des specs, on dirait qu'il a plus... Est-ce que c'est basiquement... Ouais, c'est les mêmes capteurs que sur le Pixel 10. Non, Pro. C'est toujours mon problème avec les téléphones pliables, c'est qu'il coûte la peau des fesses. C'est genre 1700 €, hein, ce téléphone. Et il a même pas le meilleur setup photo. Genre un Pixel 10 non Pro prend des aussi bonnes photos. Et ça, c'est quand même... Voilà, si je payais 1700 € pour un smartphone et qu'en plus, il se ferait battre littéralement au niveau photo par un smartphone qui est 2 fois moins cher, moi, voilà, j'aurais un petit peu les boules quand même. Donc, ça, personnellement, c'est quelque chose que je trouve à chaque fois dommage, justement, sur ces téléphones pliables. Pixel fait quand même... Enfin, Google fait parmi les meilleurs téléphones pliables à l'heure actuelle. Ils sont vraiment apparemment très bons à l'utilisation au niveau logiciel et tout ça. Un petit peu comme Samsung, qui maîtrise évidemment aussi à ce niveau-là. Il y a encore des améliorations à faire au niveau de ces téléphones pliables. Personnellement, j'adorerais un téléphone pliable. Mais quand je vois le prix et surtout les specs qui sont souvent diminués par rapport pourtant à un smartphone qui est moins cher, je regarde, je suis en mode... Meh. Je vais juste attendre. Je vais juste attendre que la technologie s'améliore. J'ai frappé le micro. Je vais juste attendre que la technologie s'améliore. Et puis peut-être plus tard. Aussi quand ce sera moins cher. Parce qu'on va être honnête, 1700 €, c'est un sacré budget. Ensuite, on a YouTube qui a été accusé d'utiliser une IA pour altérer les vidéos shorts sur leur plateforme. Et ils ont confirmé en réalité que oui, ils utilisent bien des IA, ou en tout cas, ils altèrent ces vidéos-ci. Si vous avez pu remarquer, j'ai pu le voir personnellement, certaines vidéos short paraissaient plus nettes, tout simplement. Vraiment trop nettes même. Les vidéos sur YouTube en général, voilà, c'est pas les plus nettes, à part si vous regardez en 4K, et encore, si vous êtes sur une TV, vous verrez vite fait les pixels, et aussi le manque de qualité des fois un peu de YouTube. YouTube utilise un bitrate tellement bas que juste la qualité des vidéos des fois est un petit peu discutable. Et sur les shorts YouTube, c'est encore plus le cas, parce qu'évidemment, les shorts sont faits pour être
facilement visibles sur téléphone et surtout, bien souvent, quand les gens ont très peu de data ou très peu de connexion, eh bien du coup, ils utilisent très peu de bitrate et les vidéos shorts sont, voilà, sont un peu pixelisées. Pas autant que sur Instagram ou X, là c'est pire Twitter, c'est incroyable des fois la qualité est juste vraiment mauvaise. Mais dans tous les cas, euh, d'habitude on s'attend pas à une qualité ultra nette. Et là, ouais, les gens ont remarqué que oh, c'est bizarre, ce short est ultra net et on dirait même que c'est généré par IA. Et c'est tout simplement parce que oui, ils altèrent bien ces vidéos, ils utilisent un filtre qui permettait de en partie augmenter la netteté, on le voit un petit peu d'ailleurs sur l'image à droite ici. Et c'est pas juste ça, c'est un peu un filtre de beauté en quelque sorte. Certaines parties sont plus nettes, d'autres parties sont juste pas effacées, mais sont un peu rendues un petit peu plus belles. Je pense que ça essaye de détecter un petit peu quand même les têtes des gens. De là à appeler ça une IA, pour moi, genre un filtre en partie intelligent, est-ce que c'est vraiment une IA? Des filtres qui permettent d'améliorer la netteté et de rendre certaines parties un peu plus smooth, on va dire, un peu plus douces, voilà. Ça existe depuis très nombreuses années, avant même les IA, j'ai envie de dire. Donc, est-ce qu'on peut appeler vraiment ça une IA? Mais dans tous les cas, ils utilisent quand même quelque chose qui filtre ces vidéos et permettent d'augmenter la qualité selon eux. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas demandé ça déjà. Les personnes qui uploadent les shorts n'ont pas demandé ça. Et ça donne aussi un côté généré par IA, justement, à ces vidéos. Les IA ont tendance à faire des vidéos qui sont des fois... Certaines parties sont ultra nettes, puis d'autres parties sont très douces, il n'y a aucune texture. Ça, c'est justement une manière de reconnaître un petit peu des fois les vidéos générées par IA. En plus du fait que des fois en arrière-plan il y a des trucs un peu bizarres qui se passent ou qui n'ont aucune logique. Mais du coup, les gens qui ont vu certains de ces shorts se disaient oh, c'est généré par IA. Alors que là, non, la personne n'a pas à générer par IA et c'est YouTube qui s'est amusé à modifier. Donc, ça, c'est selon moi un assez gros problème. Je n'ai rien contre le fait que YouTube offre cet outil, surtout quand quelqu'un fait un short. Quelqu'un upload un short, YouTube peut juste demander hey, est-ce que tu veux qu'on améliore la qualité avec nos filtres IA, machin, chouette chose. Beaucoup de gens seront en mode ok, vas-y. Mais il y a des gens qui aiment bien contrôler ce qui sort, tout simplement, leurs vidéos. Ils savent ce qu'ils ont fait exactement. Et ils ne veulent pas ça. Ils veulent que la vidéo soit exactement comme ils l'ont uploadé sur YouTube. Et je pense qu'ils devraient juste laisser tout simplement le choix. Donc ça, c'est voilà, un petit peu bancal de la part de YouTube. Et maintenant, on arrive à la partie préférée de tout le monde, c'est évidemment les deals de la semaine. On a quelques deals plutôt intéressants en réalité cette semaine-ci, avec notamment pas mal de promotions au niveau processeur AMD. Vous avez le 7600X qui est vendu 163 € chez Amazon. Alors évidemment, vous avez le 7500F qui existe, mais si quelqu'un n'a pas trop envie d'overclocker et veut directement toutes les performances d'un 7600X, vous pouvez l'acheter à 163 €, c'est plutôt contenu comme prix. Vous avez aussi le 9600X qui est aussi en promotion à 190 €. Alors, ils disent moins 34%, mais si vous regardez par rapport à l'évolution du prix, voilà quelques temps, il était à 208 €, donc c'est une réduction de 10 € quand même, mais pas aussi grosse qu'ils l'annoncent. Mais à 190 €, c'est quand même parmi les plus bas prix du marché. On a aussi un 9700X qui est selon moi le plus intéressant, justement au niveau des promotions. Processeur Weaker, très puissant, qui sera future-proof à 269 €. Franchement, ça vaut largement la peine. Mais derrière, vous pourriez prendre, il existe, alors il y a déjà un 9900X si vous voulez. Pour ceux qui ont besoin d'un processeur 12 cœurs très moderne, très puissant, qui est toujours bon dans les jeux vidéo, mais qui a plus de puissance en multicœur, franchement, à 338 €, c'est un excellent deal. Il y a eu pas mal de promotions là-dessus, parce qu'il me semble que voilà quelques temps, voilà à peine quelques mois, il était à 390 €. Donc ça fait quand même une sacrée diminution en à peine un mois en réalité. Et vous avez aussi en réalité, je l'ai vu sur cette page-là, vous avez le 7800X 3D, je le mettrai aussi, qui est à 363 €. Alors c'est pas forcément... Pour moi, le 9700X en vaut plus la peine, parce qu'il coûte 100 € moins cher, littéralement. Mais si vous avez déjà... Voilà, si vous avez déjà la carte graphique qui vous convient et tout ça, si vous voulez être un peu plus future-proof, un petit 7800X 3D, c'est vraiment pas mal. C'était l'ancien king des processeurs jeux vidéo, qui a été remplacé évidemment par le 9800X 3D. Par contre, lui, il est plus cher. Vous le trouvez à seulement 450 € minimum, donc c'est pas le plus abordable. On a aussi pas mal de boîtiers NZXT avec une sacrée promotion, les H3 Flow et H7 Flow, qui sont des plutôt beaux boîtiers, franchement. Si j'avais vu un petit peu de review dessus, la qualité de construction, des fois, le métal est un petit peu fin, mais pour la plupart des gens, surtout si vous n'allez pas vous déplacer, c'est pas un problème selon moi. Ils sont très beaux au niveau design, pas mal bien refroidis, vous avez des bons ventilateurs inclus. Et comme vous pouvez voir, le H3 est
compatible micro ATX et le H7 est compatible full ATX. Il est même beaucoup plus grand. Vous avez un H5 qui existe, mais lui, il me semble pas qu'ils sont en promotion. En tout cas, je l'ai pas vu. Mais 2 bons boîtiers et même le H7, il est vendu 79,99 € pour un boîtier. C'est plus qu'un mid-tower, c'est un full tower, ça. Donc, c'est un boîtier très, très spacieux, beaucoup de place pour faire beaucoup de choses, à seulement 79,99 € avec 3 ventilateurs en façade inclus. Plutôt pas mal. On a ensuite un SSD en PCI Express 4.0 qui est le MSI Spatium. C'est le M470, c'est une version 1 Tera. La version 2 Tera n'est pas en promotion malheureusement, seulement la version 1 Tera et vous pouvez l'avoir pour 59,99 € pour un SSD de qualité. Et franchement, MSI fait des assez bons SSD, notamment celui-là est vraiment bon. Je l'ai vu dans pas mal de PC. Il semble plutôt bien se débrouiller, 45 ans et tout. Franchement, ça peut être un bon moyen de rajouter un petit peu de stockage à votre PC. Et pour ceux qui voudraient pas avoir des coupures de courant pendant les orages, surtout qu'on est toujours un petit peu en été, vous avez plein de promotions sur les onduleurs Eaton. Donc, c'est une assez bonne marque. J'utilise plusieurs onduleurs Eaton personnellement. Vous avez notamment celui-là que j'aime bien, que j'ai aussi, qui est un peu un format genre multiprise, mais il y a une batterie à l'intérieur, il faut le savoir. Il est vendu du coup ici 99 € pour une version 850 VA. Alors 850 VA, c'est pas 850 watts, tenez-en compte, c'est plus genre 600 watts si je me souviens bien. Donc ça permettrait de faire tourner un PC, mais pas un PC ultra haut de gamme. Mais surtout, ça permettrait de faire tourner par exemple votre routeur, quelques petits serveurs ou autre chose à côté. S'il y a une coupure de courant ou autre chose, ça évite qu'il se coupe instantanément. Et donc, ça évite des fois que vous perdiez même l'accès à Internet. Donc, c'est plutôt cool. Vous avez d'autres modèles plus véloces. Notamment, vous avez la gamme Echo avec un modèle 1200 VA qui, lui, serait plus équivalent à 800-900 watts, si je me souviens bien. Et là, ouais, vous pouvez faire tourner un PC haut de gamme avec ça sans aucun souci, à part ce 2590. Là, il n'y aura pas trop de problèmes. La version Echo est un peu moins bonne qualité que la version Pro. Personnellement, j'ai une version Pro justement des Eclipse, des Ellipse plutôt. Mais le problème, c'est que sur le dernier Ellipse Pro, et ça je tiens à le préciser parce que je ne sais pas pourquoi Eaton l'a fait, et je tiens à les shame pour ça. J'en ai acheté un en 2016. Excellent, jamais eu de problème. La batterie a fini par être plus bonne. Je l'ai remplacé. Il continue de tourner. Il est toujours là. Pratiquement 10 ans après, il est toujours là. J'ai voulu en acheter un autre, plus haute capacité, la gamme Pro, toujours. Donc, juste son petit frère, en quelque sorte. Ils ont changé tout. Ils ont surtout changé le fait que le ventilateur tourne tout le temps. Et le ventilateur qu'ils utilisent, c'est de la merde, honnêtement. C'est pas un ventilateur Noctua bien optimisé pour le bruit, non. C'est un truc qui fait du bruit de malade. Et il tourne tout le temps. Je ne comprends pas la logique. Ok, oui, ce genre d'onduleur est utilisé en serveur. Donc oui, quand c'est dans un serveur, un rack serveur, vous en fichez que ça fasse du bruit. Mais c'est aussi utilisé par des pros qui ont peut-être une station de travail. Et un ventilateur qui tourne tout le temps, c'est pas très plaisant. Donc Eaton, qu'est-ce que vous avez fait à votre gamme Pro? C'est complètement stupide. Je connais quelqu'un qui en a acheté un, genre, la semaine dernière ou autre chose. Et il avait toujours le problème de ventilateur qui fait du bruit. Donc ça semble être vraiment une décision qu'ils ont prise et qu'ils ne veulent pas revenir en arrière dessus, ce qui est stupide. Moi, je l'ai acheté, je l'ai renvoyé directement après parce que c'était juste horrible. Et c'est pas pendant que la batterie charge le ventilateur. Oui, certains onduleurs font tourner le ventilateur pendant la charge de la batterie, mais même après que la batterie soit chargée, il continue de tourner. Donc c'est vraiment tout le temps en ventilateur. C'est horrible. Enfin bref, c'était la petite aparté. À part ça, leur gamme Echo n'est peut-être pas... Voilà, incroyablement conçu comme les modèles Pro. Elle se débrouille quand même pas mal. Et là, vous avez 1200 VA à un plutôt bon prix. Ça peut valoir la peine, franchement. Et pour ceux intéressés, il y a aussi toujours un petit peu d'écran. Chaque semaine, il y a des deals sur les écrans. Et là, vous avez un écran Lenovo Legion, 27 pouces, QHD, 180 Hz. C'est de l'IPS, 150 €. Franchement, là, vous êtes bien. Vous êtes vraiment bien. 27 pouces 1440p, c'est selon moi la meilleure résolution, la meilleure taille d'écran. Et en plus, 180 Hz, c'est largement suffisant. Même avec une carte graphique un petit peu plus entrée de gamme, même une 5060 pourrait faire tourner cet écran dans pas mal de jeux. Donc voilà, vraiment un bon petit deal ici. Vous aurez des liens dans la description du coup vers tous ces deals-là. Je rappelle que c'est des liens affiliés et ça permet de soutenir la chaîne. Donc un grand merci si vous utilisez. Ensuite, tant qu'on continue avec les controverses un petit peu YouTube, Google, vous avez Google qui va bloquer le sideloading d'applications avec des développeurs qui sont non vérifiés sur Android à partir de l'année prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez le savoir que vous pouvez
charger une application qui n'est pas sur le Play Store sur votre téléphone Android. Bien souvent, vous devrez autoriser les sources extérieures dans les paramètres et puis vous pourrez installer une application que vous avez téléchargée sur GitHub ou sur Internet de manière générale. C'est très utile des fois pour certaines applications qui Google n'aime pas trop dans leurs conditions d'utilisation, souvent des émulateurs par exemple, ou vous avez aussi des liseuses ou autre chose. Il y a aussi certaines personnes qui réuploadent des APK de certaines applications qui des fois n'existent tout simplement plus, donc ça permet de les installer. Donc c'est pas juste pour des utilisations, on va dire, un peu controversées, il y a des réellement bonnes utilisations à ça, ou tout simplement installer un autre store, par exemple l'Epic Store, directement sur votre téléphone, ben vous devrez le faire via ça. Le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, dès que vous avez autorisé les sources tierces, vous pouvez installer n'importe quoi. Ici, Google voudrait tout simplement faire en sorte de vérifier les développeurs. Alors, ils ne vont pas vérifier les applications, tenez-en compte. Ils vont vérifier les développeurs qui font ces applications. Donc, si un développeur est vérifié, vous pourrez installer l'application qui vient de ce développeur-là. Il y aura une manière, évidemment, pour Google de vérifier ça. Ce sera dans l'APK. Mais du coup, ça veut dire que certaines applications qui seraient controversées sur le Play Store pourraient toujours être installées. Il faut juste que le développeur fasse en sorte d'être vérifié par Google. Maintenant, ça veut dire que oui, Google a quand même le contrôle des choses. Si Google décide que ce développeur qu'on connaît bien, qui fait une application par exemple qui permet d'avoir YouTube sans les pubs, ce qu'il n'aimerait pas, on va le bloquer. On va dire que non, on ne les autorise pas sur Android. Et bien évidemment, sideloader une application qui viendra de ce développeur ne sera tout simplement pas possible. Donc, pour moi, c'est évidemment un énorme problème. Je comprends qu'ils essaient de sécuriser un petit peu plus ce marché des applications sideloadées, mais derrière, oui, ils se donnent du contrôle. Ils se donnent du contrôle sur le fait de choisir qui a le droit et qui n'a pas le droit de faire des applications pour Android, tout simplement. Donc, voilà, pas un énorme fan. Je comprends la raison, mais selon moi, oui, c'est une mauvaise façon de le faire. Ensuite, on a une autre news Google. Oui, décidément, il y en a vraiment beaucoup. Bon, on va changer très bientôt, vous inquiétez pas, mais c'est une news très intéressante parce que Google a publié des informations sur, tout simplement, la quantité d'énergie et même d'eau qu'utilisent tout simplement leur modèle d'IA et surtout la quantité que ça dépense pour juste un prompt d'IA. Quand vous demandez quelque chose à, par exemple, Gemini, en moyenne, combien de watts ça va utiliser, combien d'eau ça va utiliser. Et c'est plutôt intéressant parce que les chiffres sont, pour moi, un petit peu plus bas que ce que j'imaginais. En moyenne, un prompt que vous allez faire auprès d'une IA de Google, ça peut être, encore une fois, Gemini, c'est que des IA texte, par contre. Ça n'inclut pas les IA, les modèles d'IA qui modifient des vidéos ou des images ou autre chose. Mais en moyenne, ça utilise, pour un prompt, on va dire, classique, ça utilise 0,24 watts, qui est vraiment pas grand-chose en réalité. Et au niveau eau, alors ils disent que ça utilise de l'eau, mais on pourrait argumenter que pas vraiment, mais ça utilise apparemment quelques gouttes d'eau par prompt, parce que les serveurs, bien souvent, sont water-coolés. Donc, pour garder ces serveurs refroidis, ils utilisent un système de water cooling. Mais le truc, c'est qu'en toute logique, le système de water cooling, c'est un circuit fermé. Donc, l'eau n'est pas vraiment perdue. Donc, je ne sais pas pourquoi ils disent que ça utilise de l'eau. Il y a une partie de l'eau qui va se perdre, forcément. Mais voilà, pour moi, c'est peut-être... je ne comprends pas trop cet aspect-là parce que normalement, c'est censé être un circuit fermé. Mais bref, dans tous les cas, ça utilise 0,24 watts. Donc, pour ceux qui se demandaient, voilà la réponse. Depuis 2024, il faut le savoir, ils l'ont précisé d'ailleurs, que la médiane pour un prompt a diminué de 33 fois entre mai 2024 et mai 2025. Donc là, il y a réellement eu énormément d'efforts là-dessus. Et pour moi, ça me paraît en partie logique parce que je pense que les modèles d'IA deviennent de plus en plus puissants, mais il y a aussi beaucoup de travail qui sont faits à faire en sorte qu'ils utilisent beaucoup moins de puissance. Parce que de puissance de calcul, parce que forcément, plus vous avez un modèle d'IA plus puissant, si vous devez avoir un énorme data center derrière, ça casse un petit peu l'intérêt. Donc en plus d'augmenter la puissance, ils augmentent l'efficacité énergétique, et donc là, ça leur permet de justement avoir une diminution de 33 fois, ce qui est massif, et donc une bonne chose selon moi, même si évidemment, des fois, c'est surtout quand on voyait avec Gemini, quand vous faites une recherche Google, là je vais pas en faire une, mais vous faites une recherche Google, et des fois vous avez, Gemini qui arrive, qui est en mode hey, laisse-moi te faire un truc résumé pareil ou autre chose. Des fois ça n'a aucun sens. Une fois, je me souviens, le dernier exemple, j'ai tapé framework sur Google parce que je voulais finir sur le site framework. Mais Gemini a commencé à me parler de ce que c'est un framework. Un framework, c'est un mot en anglais, c'est pas juste une marque, quoi. Donc il m'a fait une explication de framework. Et je suis en mode, ok, mais c'est pas ce que je veux, juste aller sur le site de framework parce que je me souviens pas exactement du nom de domaine de framework. Donc je tape juste framework sur Google.
et je me chope un truc d'IA qui, voilà, sert à rien. Donc je me dis que là, ben, il y a 0,24 watts qui est utilisé pour rien du tout. Donc, ouais, c'est un petit peu embêtant. Ensuite, on a enfin une date pour la Asus ROG Xbox Ally et la Xbox Ally X aussi, qui devra arriver du coup le 16 octobre. Alors, on n'a pas de prix pour le moment, mais ça va être certainement très cher. Il y a eu des leaks de prix, mais on ne sait pas si c'est vraiment les véritables prix, mais ce serait probablement pour la Ally X en tout cas. Enfin, la ROG Xbox Ally X, ce serait aux alentours certainement de 800-900 euros, ce qui est logique parce que c'est le prix de la Ally X à l'heure actuelle. Et puis la ROG Xbox Ally, elle serait moins chère, peut-être certainement dans les 600 euros, ce qui semblerait déjà plus logique, en tenant compte évidemment que la puce qui est dans la ROG Xbox Ally, même si elle est plutôt efficace au niveau énergétique, ce qui sera bien pour la batterie, c'est basiquement la même puce qu'on a dans un Steam Deck. Donc, autant prendre un Steam Deck peut-être. Bref, dans tous les cas, on verra bien dès le 16 octobre. C'est surtout aussi, le plus important, c'est que ça marque aussi l'arrivée de cette nouvelle interface qui va être mise à jour sur sur Windows pour tout simplement mieux supporter ces consoles mobiles. Et évidemment, ça arrive en premier sur ces consoles-là, mais ça arrivera sur les autres après. Et ça, c'est évidemment une très bonne chose pour tout le monde et j'ai hâte de justement voir ça. Ensuite, on a Framework qui a mis à jour leur Framework Laptop 16 et ils ont fait en réalité pas mal de nouveautés dessus. Ils sont aussi en train de travailler sur des trucs. Ils ont sorti une vidéo sur leur chaîne YouTube qui est toujours intéressante. Vous avez le founder de Framework qui parle justement de ce qu'ils ont fait et tout. Et c'est selon moi assez rafraîchissant par rapport à, par exemple, les présentations Apple qui sont très calculées, tout ça. Là, le mec il est juste en mode, on a fait ci, on a fait ça. Et voilà, il parle de manière assez naturelle, donc c'est plutôt cool. Et du coup, ben, au niveau des upgrades pour ce framework Laptop 16, déjà, ils sont passés à des nouveaux processeurs, ce qui semble logique. Ils sont passés au nouveau Ryzen AI 300. Donc, vous avez le 350, il me semble, qui est un 8 cœurs. Et puis, vous avez le 370 HX, qui est lui un 12 cœurs. Et puis, avec encore plus de parties intelligentes et tout ça. Vous avez le fait que donc vous avez cette nouvelle carte mère. Vous avez aussi le fait que maintenant, le module GPU a été mis à jour. Alors déjà, ils ont mis à jour les ventilateurs qui sont dans ce module GPU. Je ne sais pas s'il y a une image, mais voilà. Le module GPU, je vous rappelle que le principe de Framework, c'est évidemment que l'ordinateur est modulaire. Et du coup, vous avez un module GPU qui peut être installé, qui permet de rajouter un GPU dédié. Mais ça peut être aussi juste un module où il n'y a rien dedans. Donc, il n'y a pas de GPU, mais il y a quand même les ventilateurs. Donc, apparemment, ils ont amélioré les ventilateurs. Ils utilisent des nouveaux ventilateurs qui sont plus silencieux. Ils ont amélioré aussi un petit peu leur contrôle. Donc, ils ont mis à jour l'ancien module GPU avec la RX 7700S, qui était la carte AMD qu'ils utilisaient dans le GPU dédié, enfin comme GPU dédié. Et ils ont aussi mis à jour normalement le module vide. Et ils ont sorti un nouveau module graphique qui utilise une 5070. Donc, une carte graphique qui clairement est plus puissante que la 7700S, on va être très honnête. Pour ceux qui aussi se demanderaient au niveau, par contre, compatibilité Linux, parce que Framework travaille assez bien là-dessus. Ils essayent d'être compatibles avec plusieurs distros Linux sur tous leurs laptops, ce qui est plutôt cool. Ils ont garanti qu'il y aurait une compatibilité avec Bazzite, avec ce module graphique, donc ça c'est plutôt cool pour ceux aussi qui voudraient utiliser Linux. Et donc 5070, alors personnellement à 5070, le problème que j'ai avec, c'est que elle est puissante, il n'y a aucun problème, mais elle a seulement 8 Go de RAM. Et ça, des fois, c'est un peu décevant. La 5070 mobile, au final, c'est une 4060 Ti. C'est une 4060 Ti 8 Go et il n'y a rien d'autre. C'est vraiment ça. Même nombre de coups d'accord et tout ça, c'est une 4060 Ti. Donc ça vous donne un petit peu une idée aussi de la puissance derrière. Évidemment, c'est une 4060 Ti qui tourne aussi... Enfin, une 4060 Ti. Une 5060 Ti, je me suis trompé. 5060 Ti qui tourne du coup à un TDP plus bas. Donc en réalité, ça doit être assez proche d'une 4060 Ti 8 Go de PC fixe. Donc voilà, au final, en quelque sorte, je suis correct, même si j'ai totalement tort. Et du coup, 8 Go de GDDR7, pour moi, c'est assez dommage. Surtout que l'autre module avec la RX 7700S utilisait déjà 8 Go de GDDR6, donc pas vraiment d'upgrade ici. Ça aurait été bien d'avoir peut-être un module avec une 5070 Ti. Après, ils l'ont précisé justement. Pourquoi ils ont pris la 5070, c'est juste que la 5070, du coup, comme c'est une 5060 Ti, il y a 4 puces mémoire. Et le truc, c'est s'ils avaient utilisé une 5070 Ti, là, il y aurait plus de puces mémoire. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place, donc ils doivent mettre des puces de l'autre côté du PCB. Et quand vous faites ça, ça augmente l'épaisseur du PCB, et donc ça augmenterait l'épaisseur du module graphique et donc de l'ordinateur par extension. Et on le voit d'ailleurs sur les ordinateurs, notamment vous avez le Razer Blade qui est comme ça. Le Razer Blade, sur les modèles avec les puces graphiques les plus puissantes,
il est plus épais à un endroit pour justement tenir compte de cette épaisseur augmentée du PCB, parce qu'il y a plus de puces mémoire. Donc, ma foi, c'est logique leur justification ici. Après, oui, j'espère qu'ils voilà, ils sortiraient quand même peut-être un module graphique un petit peu plus véloce, avec une 5070 Ti, qui est selon moi plus intéressante, parce qu'elle a 12 Go de VRAM, elle est plus puissante aussi. Mais tenez compte que ce module graphique est limité à 100 watts maximum, quoi qu'il arrive. Donc, une 5070 100 watts, c'est déjà un bon combat, on va être honnête. Le problème ici, c'est vraiment Nvidia qui est radé au niveau de la VRAM. On va être très honnête, c'est ça le problème. C'est pas vraiment le problème de la puissance du TB ou autre chose. Voilà, si Nvidia était un peu moins radin au niveau VRAM, l'intérêt de Framework ici, c'est un investissement dans le futur. À voir si eux continueront d'investir dans le futur, on ne sait pas. Jusqu'à maintenant, ils font du très bon travail, mais qui dit qu'ils vont rester suffisamment rentables pour continuer de faire ça? Qui dit qu'aussi quelqu'un ne va pas les racheter ou qu'ils ne vont pas avoir des investisseurs qui vont les pousser à faire des choses qui sont mauvaises? On ne sait pas trop. Donc, miser dans le futur pour un laptop aussi cher dès le début, voilà, c'est un risque à prendre. Clairement, moi, je conseillerais plutôt Framework à quelqu'un qui aime bidouiller, clairement. Et surtout peut-être à des personnes, si vous connaissez, si vous êtes l'informaticien de la maison et que quelqu'un a besoin d'un ordinateur, notamment le Framework Laptop 12, qui est un 12 pouces qui est vraiment pas cher, ou le 13 pouces qui est cher, clairement, mais qui reste, voilà, raisonnable, il est vers 1000 euros. Surtout que vous pourriez peut-être en monter un avec des anciennes pièces. Mais l'avantage, c'est que c'est modulaire. Si vous connaissez quelqu'un dans votre famille qui a tendance à péter les choses, hein, alors, on mange devant le PC, on met plein de miettes dans le clavier, on ferme mal l'écran, on laisse quelque chose entre l'écran et le clavier, puis on pète l'écran. Si vous connaissez quelqu'un comme ça, ben, ça pourrait être beaucoup plus rentable, honnêtement, de prendre un framework pour eux, parce que ben, il y a tellement de réparations à faire dans le futur, certainement, que ça vaudrait la peine, parce que ce serait facile de réparer l'ordinateur, et sur d'autres marques, sur d'autres ordinateurs portables, des fois, ce serait littéralement pas possible, notamment le clavier d'un ordinateur portable. Je vous invite à regarder comment changer le clavier d'un ordinateur portable moderne. Avant, il y avait deux petits clips, vous pouviez le retirer. Hyper simple. Depuis des années, maintenant, enfin depuis pratiquement 10 ans en réalité, c'est devenu extrêmement compliqué. Le châssis du clavier, bien souvent comme un ordinateur portable, vous l'ouvrez de l'arrière, la carte mère est directement disponible, ben, c'est-à-dire que pour accéder au clavier qui est de l'autre côté, ben, vous devez enlever la carte mère. Et ça, ça prend un petit peu de temps, parce que vous devez enlever tous les connecteurs, enlever la carte mère, enlever le refroidissement aussi. Et puis seulement vous avez accès au clavier, et là vous avez 300 000 vis. Des fois, il y a genre 23 vis qui maintiennent en place le clavier. C'est pour permettre aussi qu'il y ait moins de flex, parce que comme ça, il est fixé partout, à peu près près de chaque touche, quoi. Mais ça veut dire que oui, c'est extrêmement compliqué. C'est certainement l'une des pièces les plus compliquées à remplacer sur un ordinateur portable à l'heure actuelle. Même plus compliqué selon moi que l'écran. C'est pour dire pourtant, parce que l'écran, c'est souvent quelque chose qui, voilà, est compliqué. Donc, quand vous voyez ça, vous dites, hey, finalement, si je connais quelqu'un qui a le budget et qui, je sais, va péter des choses dans cet ordinateur, va pas le prendre soin, un framework laptop, honnêtement, je pense que c'est un bon investissement. Mais par contre, si vous prenez soin de votre ordinateur, moi je prends assez soin de mes ordinateurs portables, même de mes ordinateurs, je fais hyper attention. Honnêtement, bon, je vais taper du bois, je n'ai jamais cassé un ordinateur portable, je n'ai même jamais abîmé un ordinateur portable, vraiment de manière visible, en tout cas cosmétique ou autre. Et du coup, pour moi, même si je suis bidouilleur, un framework laptop, je me dis, ça vaut pas vraiment la peine, parce que quand on y pense, je vais jamais remplacer de pièces. Je vais jamais prendre profit, utiliser la fonctionnalité principale pour laquelle je paye cher. La seule utilité, par contre, ce serait d'upgrade. Ça, c'est clair. Là, avec notamment le fait que vous avez un nouveau module graphique, je pourrais être en mode, OK, 5070 est pas mal. Et puis dans 2 ans, il y a les nouvelles RTX 5070 super laptop ou je sais pas quoi avec plus de VRAM. Hop, je peux upgrade. OK, ça va coûter le prix d'un module. Et le module avec la 5070, pour information, coûte, il me semble, 700 euros. Quelque chose comme ça, 700 à 800 euros. C'est cher. C'est clairement cher. Surtout quand vous tenez compte que c'est juste une 5060 Ti 8 Go qui coûte normalement moins de 300 euros. C'est cher. Mais derrière, vous avez la possibilité de le faire. Si je voulais upgrade la partie graphique d'un ordinateur portable à l'heure actuelle, impossible. C'est impossible. Je dois remplacer l'ordinateur. Alors oui, je peux revendre l'ordinateur que j'ai acheté il y a quelques années à peut-être un prix
avantageux, toujours voilà, pas trop loin du prix que je l'ai acheté et puis acheter le nouveau ordinateur. Mais en réalité, je pense que vous allez vite payer plus que la différence des fois ici de 800 € en tenant compte qu'évidemment, l'ancien module graphique, vous pouvez le revendre. Donc voilà, discutable, discutable. Donc il y a peut-être un intérêt justement à upgrade. Maintenant, il faudra voir si Framework continue de faire des upgrades. Ça, c'est aussi le plus important. Mais une chose est sûre, franchement, très intéressant ce framework Laptop 16. Ensuite, pour ceux qui ne savent pas, ASRock depuis quelques temps a un petit peu des problèmes au niveau de leur carte mère, notamment en X870. Le petit problème qu'ils ont, c'est le fait que leur carte mère continue de brûler littéralement certains processeurs X3D, ce qui est voilà, un petit peu problématique, on va être honnête. Alors ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé au début de la sortie des Ryzen 7000. Si vous vous souvenez, il y avait eu tout un problème où tout simplement des cartes mères en X670 et même B650, si je me souviens bien, avaient des problèmes justement avec les Ryzen 7000 où certains finissaient par brûler les processeurs. Ça, c'était tout un autre problème qui venait en grande partie des constructeurs de cartes mères, même si AMD avait un petit peu de la faute parce qu'ils n'avaient pas vérifié ce qu'ils faisaient derrière. Ici, c'est différent parce que c'est juste un problème ASRock. C'est littéralement juste ASRock qui a ce problème-là. Depuis la sortie des X870 et surtout des X3D, il y a certains X3D, voilà, des 9800 X3D qui notamment ont tout simplement brûlé sur ces cartes mères. Et donc là, ils ont sorti un nouveau BIOS qui, selon eux, fixerait enfin ce problème. À tester, à tester. Si vous avez une carte mère ASRock en X870 et même B850 et que vous avez un X3D, je vous conseille fortement de faire cette mise à jour BIOS parce que voilà, même si vous n'avez pas eu de problème jusqu'à maintenant, il n'y a littéralement aucune garantie que ce ne sera pas le cas dans le futur. Donc, mettre à jour vers un BIOS qui est censé régler le problème me semble quand même une meilleure chose, quoi qu'il arrive. Mais une chose est sûre, oui, le problème vient entièrement d'ASRock ici, ce qui est vraiment dommage de leur part, parce que je trouve ça dommage parce qu'ils font des cartes mères intéressantes, réellement. Ils ont des cartes mères qui ont des fois même des designs assez uniques. Ils ont sorti notamment une nouvelle X870 qui a genre plein d'USB à l'arrière, genre vraiment un max d'USB. Il y a des gens qui adorent ça, il y a des gens qui veulent un maximum d'USB. Mais à côté de ça, voilà, ils grillent un petit peu les processeurs X3D. Donc, si vous n'avez pas un processeur X3D, je suppose que oui, vous êtes plutôt bien. Voilà, ça brûle pas votre processeur. Mais le truc, c'est qu'est-ce qui garantit que ça ne va pas finir par brûler d'autres processeurs non X3D? Peut-être que ceux-là sont plus résilients et ne brûlent pas tout de suite, mais ils finiront par brûler. Donc, mettez à jour votre BIOS et j'espère vraiment qu'ASRock a fixé le problème. Il faut savoir que ASRock a, on va le dire, traîné pas mal de pieds à fixer ce problème-là. Ça fait des mois et des mois que ça existe et ils ont été appelés plusieurs fois à faire quelque chose et c'est seulement maintenant qu'ils y arrivent. Donc ça, c'est vraiment seulement décevant de leur part. Certaines cartes graphiques de la série RTX 5000 vont baisser de prix en Europe et c'est dû au fait que le euro à l'heure actuelle est beaucoup plus avantageux par rapport au dollar. Le taux de change avantage l'euro, il prend en puissance par rapport au dollar et donc forcément, un euro comme il vaut plus cher que le dollar à l'heure actuelle, eh bien le prix en euros va diminuer. Et donc là, nous avons la 5090 qui a diminué de 10% pratiquement. Elle est passée de 2329 € à 2099 €, ce qui est quand même une sacrée diminution. Elle est toujours trop chère, on va être très honnête, mais c'est quand même une sacrée diminution. Vous avez la 5080 qui passe de 1169 € à 1059 €. Vous avez la 5070 Ti qui ne change pas de prix. La 5070 passe de 649 à 589 €. Et puis les autres RTX 5000 ne changent pas de prix. Alors, premier truc qu'il faut noter, c'est que c'est les prix sur le site de Nvidia officiel. Donc, ça inclut évidemment les Founder Edition. Donc, ça, c'est très intéressant, notamment pour les 5090, 5080 et même 5070 qui ont toutes des Founder Edition. Mais la 5070 Ti n'a pas de Founder Edition, donc vous pouvez vous dire, il n'y a pas de baisse de prix. Mais en réalité, elle est déjà en dessous de ce prix-là. Vous pouvez trouver des 5070 Ti vers 800 € sans aucun souci. Donc, même si Nvidia n'a pas changé le prix officiellement, ou c'est peut-être dû au fait qu'il n'y a pas de Founder Edition, hein, vous pouvez les trouver moins chers, franchement. Mais derrière, du coup, la 5080, donc, comme j'ai dit, a quand même baissé pratiquement aussi de 10%. Donc, ça va la rendre un peu plus avantageuse, même si, voilà, comme la 5070 a baissé de prix, vous avez la 9070 XT qui existe, la 5080 reste toujours trop chère. En réalité, si vous regardez toutes les cartes qui ont baissé de prix, elles étaient déjà trop chères, y compris la 5070. À 649 €, c'est juste beaucoup trop cher. Et le marché était d'accord. La 5070 n'était déjà plus à 649 €. Oui, il y avait des modèles à 649 €, mais beaucoup des modèles étaient déjà en dessous de la barre des 600 €.
et vous pouvez même trouver des 5070 des fois à 550 €. Donc en réalité, même si elle a baissé de prix, c'est plus Nvidia qui a enfin mis à jour leur site pour refléter ce qui s'est déjà passé au final et aussi faire en sorte que le modèle fin de réédition de la 5070 soit disponible à 589 €. Et c'est surtout ça. Donc ces baisses de prix existaient déjà au final, à part pour la 5090, je pense. Toutes les autres cartes étaient déjà en dessous de leur prix, on va dire, annoncé par Nvidia, mais c'est quand même cool qu'ils mettent à jour leur site et que du coup, les Founder Edition, qui sont quand même des modèles très intéressants, mais eux aussi baissé de prix. Une autre petite mise à jour plutôt intéressante, c'est le fait que GeForce Now maintenant va utiliser des RTX 5080. Donc GeForce Now, c'est évidemment le service de streaming d'Nvidia, qui est selon moi certainement l'un des meilleurs services de streaming à l'heure actuelle. Et c'est aussi dû au fait que ils ont un avantage assez important à Nvidia, c'est qu'ils fabriquent les cartes graphiques qu'ils utilisent dans leur service. Donc, ils ont forcément les dernières cartes graphiques à la mode. Et là, seulement à peine quelques mois après la sortie des RTX 5000, ils ont déjà des serveurs avec des 5080. Si vous regardez, par exemple, avec d'autres services similaires, par exemple Shadow, il me semble qu'à l'heure actuelle, ils ont juste l'équivalent d'une RTX 3000, ce qui est, voilà, un petit peu dépassé. Donc, ça vous montre à quel point aussi c'est un problème justement de faire un tel service. Et c'est forcément beaucoup plus facile quand vous contrôlez littéralement la production de ces GPU. Mais quoi qu'il arrive, si vous avez GeForce Now, maintenant, vous pourrez profiter de cette amélioration-là, ce qui donnera un peu plus d'amélioration au niveau, évidemment, des performances, mais aussi apparemment un petit peu de la qualité parce que ces nouveaux GPU ont notamment un meilleur encodeur AV1, donc ils ont un meilleur support notamment d'un espace de couleur plus important, notamment l'HDR10, et donc ça permettra de juste avoir une meilleure qualité en fait. Et apparemment aussi, vous avez un nouveau truc de latence basse qui s'appelle le Low Latency Streaming, LLS, qui permettra de encore un peu plus améliorer la latence. Donc ça, c'est plutôt cool. Personnellement, moi, j'ai pas beaucoup d'intérêt à avoir GeForce Now parce que j'ai un PC gaming, je m'en fiche un peu. Mais si vous êtes dans une situation où vous avez peut-être pas besoin, enfin, vous n'avez pas de PC pendant quelques mois, mais que vous avez quand même une bonne connexion Internet, ça peut être une bonne alternative et ça vous permet d'utiliser votre catalogue de jeux existants. Si vous avez déjà un compte Steam avec plein de jeux dessus, si ces jeux sont disponibles sur GeForce Now, vous pourrez les utiliser. Ça, c'est quand même plutôt cool selon moi. L'intérêt vraiment de GeForce Now, c'est si vous n'avez pas la justification d'acheter un PC game parce que vous jouez pas très souvent, ou si vous avez besoin de justement ce service-là pendant quelques mois parce que vous êtes en train d'économiser pour acheter un nouveau PC, c'est plutôt pratique. Mais dans le reste des autres cas, non. Voilà. Personnellement, je préfère posséder un PC. Ensuite, on a un petit peu des détails sur la future architecture RDNA 5.0 de AMD qui a été un petit peu leaké par Kepler. C'est un leaker assez connu qui est plutôt respecté dans le milieu. Donc, les informations qu'il leak ici sont évidemment à prendre avec des pincettes, mais en général, il est assez correct sur ce qu'il leak, donc c'est plutôt intéressant. Et notamment, il a donné des informations sur RDNA 5.0 qui pourrait s'appeler aussi UDNA parce que pour information depuis les premiers GPU RDNA 1.0 qui commencent à dater maintenant, Nvidia, AMD avait séparé l'architecture qu'ils faisaient pour les serveurs et pour les GPU grand public. Et ils avaient fait ça parce que pour eux, selon eux, les GPU serveurs avaient d'autres buts qui n'étaient pas forcément les mêmes que les GPU grand public. Et du coup, forcément, designer un GPU qui permet de faire les deux, pas forcément le plus efficace. Ça s'est avéré pas la meilleure décision parce que au final, un GPU moderne de serveur a besoin de beaucoup de puissance de calcul d'IA et un GPU de grand public, c'est plutôt pratique d'avoir beaucoup de puissance de calcul d'IA pour notamment faire tourner FSR ou DLSS sur les GPU Nvidia. Et donc maintenant, ils veulent justement reconsolider les deux architectures en un et donc ça s'appellerait UDNA et ce serait une architecture qui serait faite pour le serveur et pour le grand public. Et donc là, on a un petit peu des détails dessus. RDNA 4.0, qu'on a actuellement sur la RX 9000, utilisait déjà un peu des bases de cette future architecture, notamment sur la modularité. Si vous vous souvenez, les RX 9000, enfin les RX 7000 plutôt, notamment celle-ci, vous pouvez voir d'ailleurs sur le die GPU, les RX 7000 avaient un design très modulaire parce que AMD utilisait plusieurs die, tout simplement, plusieurs morceaux de silicium qui étaient mis sur le même package. Donc là, vous pouvez voir qu'il y en a 3 au-dessus, 3 en bas et un énorme package, enfin un énorme silicium au milieu. Et ça permettait évidemment d'être plutôt modulaire. Mais ici, ils ont, avec RDNA 4.0, si vous regardez un GPU RDNA 4.0, et il n'y en a pas vraiment ici, c'est juste un énorme silicium. Il n'y a pas ce côté multi-bloc que vous aviez sur les RX 7000. Mais en fait,
derrière, en arrière-plan, AMD a travaillé pour rendre l'architecture plus modulaire, même au sein même du silicium. Donc si par exemple, oh mince, il y a une partie qui n'est pas fonctionnelle, ben, c'est plus facile de couper certaines parties, mais que ça continue de faire fonctionner le reste, on va dire, du microprocesseur. Parce que même si vous pouvez le faire en général, il y a des fois, si par exemple, oh, vous faites un processeur, imaginez vous faites un processeur 8 cœurs, il y a 2 cœurs qui ont des problèmes, vous devez les désactiver. Mais bien souvent, sur certaines architectures, si vous désactivez les 2 cœurs, ça va désactiver aussi peut-être le cache qui est associé à ces 2 cœurs, ça va désactiver d'autres trucs qui sont associés à ces 2 cœurs, alors qu'ils sont toujours fonctionnels. C'est juste parce que c'est juste pas possible d'utiliser ces parties-là sans utiliser le cœur derrière. Et si le cœur fonctionne pas, ben voilà. Ici, AMD travaille pour faire en sorte que il y ait beaucoup de redondance et tout simplement faire en sorte que même s'il y a, oh, il y a un CU qui marche plus, ben on peut le désactiver, mais derrière, tout le reste continue de tourner. Ce qui est évidemment une bonne chose parce que ça leur permet de réutiliser beaucoup plus de processeurs graphiques qui auraient été fabriqués avec des défauts, ce qui finit toujours par arriver hein, quand vous avez un morceau de silicium, et que c'est un énorme, enfin un wafer, c'est un énorme rond où ils gravent beaucoup de microprocesseurs dessus. Le problème, c'est qu'il y a des défauts, des fois. Juste, ça arrive. Les défauts varient énormément du processus de gravure à un autre. Des fois, c'est juste 80% de ce que vous avez gravé qui est bon et qui est utilisable. Et puis 20%, vous devez le jeter. Ou en tout cas, le recycler d'une manière ou d'une autre. Eh bien, là, même si le processus de gravure peut-être, même s'il était très efficace, il y aura toujours un petit peu des pertes, mais avec une architecture plus modulaire, mais ça permettra de minimiser les pertes. Ou de tout simplement créer plus facilement des GPU moins puissants en utilisant le même morceau de silicium, ce qui peut être intéressant aussi des fois. Avec RDNA 5.0 ou UDNA, peu importe comment vous l'appelez, ils vont pousser ça beaucoup plus loin pour justement avoir des GPU ultra modulaires, enfin selon le leaker, selon les informations possibles d'AMD. Donc ça sera intéressant de voir ce qu'ils vont faire. Apparemment, ils vont aller jusqu'à 96 CU, ce qui est exactement la quantité de CU maximum que vous aviez sur les RX 7000, avec notamment la 7900 XTX, qui avait aussi 96 CU. Si on regarde en bas ici, où est-ce que c'est là, 96 CU, donc Compute Unit. Maintenant, évidemment, ça semble logique à dire, ça va pas être les mêmes CU qu'une RX 7000. Hein. On le voit déjà avec les RX 9000. Pour la même quantité de CU, elles sont beaucoup plus puissantes que les RX 7000. Notamment la 9070 XT, elle a le même nombre de CU qu'une 7800 XT, et pourtant elle est beaucoup plus puissante. Et elle fait la même taille aussi au niveau. Le GPU fait à peu près la même taille et tout, et pourtant, oui, beaucoup plus puissante. Donc là, imaginez si AMD arrive à améliorer encore plus l'IPC, donc la quantité de puissance brute pour un même nombre de CU, et qu'en plus ils sortent un GPU avec 96 CU, parce que la RX 9070 XT évidemment n'a pas 96 CU, elle en a 60, 64 si je me souviens bien. Bien, s'ils sortent un GPU qui déjà de base est plus puissant, mais qui en plus va jusqu'à 96 CU, ils pourraient se retrouver avec un GPU qui est clairement plus puissant qu'une 4090 sans aucun souci, et voire même être pas très loin d'une 5090, ce qui est plutôt prometteur. Même si évidemment, voilà, à prendre avec des pincettes, il faudra voir ça. Une chose est sûre, ils ont la possibilité de faire un GPU puissant, ça on le sait. Ils pourraient le faire dès maintenant. Hein. S'ils sortaient un GPU RDNA 4.0 avec 96 CU, ce GPU aurait certainement pratiquement autant de puissance qu'une 4090. Donc c'est pour dire. Donc là, avec une amélioration de l'IPC, avec d'autres améliorations en tout genre, ben, il pourrait clairement se rapprocher d'une 5090. Ce qui est quand même assez notable parce que la 5090 est quand même beaucoup plus puissante que toutes les autres cartes graphiques qui existent. Même par rapport à une 4090, elle est juste, voilà, elle est dans sa propre catégorie. Elle a son propre tir. Il y a personne d'autre qui arrive à l'égaler, vraiment. Mais derrière, il y a personne d'autre qui arrive à l'égaler aussi au niveau prix. Donc c'est aussi le problème. Donc si AMD arrive à faire ça, mais en plus sortir une carte qui coûte même juste 1200 €, bah, il serait plutôt bien. Ensuite, on a des rumeurs comme quoi on aurait une RX 9070 GRE avec 16 Go de VRAM qui pourra arriver très bientôt. Alors, c'est une GRE, donc c'est réservé au marché chinois. Maintenant, je vous rappelle que la 7900 GRE était finie par arriver en Europe, donc peut-être que l'arrivée de cette 9070 GRE 16 Go indique que AMD peut-être veut la sortir pour l'Europe, qui sait, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, pour ceux qui se demandent comment ils vont faire ça, ben, la 9070 GRE est juste une 9070 avec moins de CU. Il y a des cœurs qui sont désactivés, et notamment, vous avez une partie du bus mémoire qui est désactivée aussi en même temps, et donc elle se retrouve avec 3072 corps, et elle a un bus mémoire de 192 bits au lieu de 256 bits. Si elle aurait
16 Go de GDDR6, c'est certainement que ce serait une version où le bus mémoire n'a pas été coupé, mais probablement elle aurait toujours le même nombre de corps, donc 3072 corps. Donc là, ça montre justement le côté modulaire de cette architecture RDNA 4.0, où ils peuvent changer la largeur de bus, mais pas forcément le nombre de corps derrière. Et Nvidia aussi sait le faire en réalité, je tiens à le préciser, mais c'est quand même notable ici que ça montre que oui, ils peuvent le faire, et certainement ils vont le faire avec ce GPU-là. Maintenant, il faudra voir si c'est réellement le cas. Il manque vraiment un GPU entre la 9060 XT et la 9070 parce que actuellement, vers 500 €, le seul choix que vous avez, franchement, c'est la 5070. La 5070 à un peu plus de 550 €, 560 €. La 9070 est clairement à 630 €. Des fois, elle est en promotion en dessous de 600 €. Vous pouvez la trouver des fois. Et là, c'est vraiment un excellent deal. Mais bien souvent, oui, si vous arrivez maintenant pour acheter un GPU, 5070 à 550 €. Il n'y a juste aucun autre choix en fait. C'est pas une carte exceptionnelle, c'est juste qu'elle a un bon prix. Donc là, si AMD sortait une 9070 GRE, même avec 12 Go de VRAM, honnêtement, à 570 €, enfin à 550 €, voire même 500 €, là, ce serait une très bonne chose. Donc j'espère qu'ils vont le faire parce qu'il y a un énorme trou dans le marché. Et le plus ridicule là-dedans, c'est qu'il laisse ce trou dans le marché et ça profite à Nvidia. Donc je suis juste en mode, hey, AMD, arrêtez de donner une part du marché à Nvidia juste pour le fun ou je ne sais quoi, c'est juste stupide. Ensuite, on a AMD qui pourrait sortir un Ryzen 5 9500F en même temps que le 9700F qui arrive aussi. Donc ça, c'est plutôt cool parce que le 7500F notamment est certainement l'un des meilleurs processeurs Ryzen 7000 que vous pouvez acheter parce que il est juste pas cher franchement et plutôt performant. Donc imaginez une version juste meilleure qui serait le Ryzen 5 9500F, toujours à un prix avantageux, mais là on aurait une très bonne option pour des PC milieu de gamme gaming qui reste toujours future-proof parce que vous seriez sur la plateforme AM5. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Donc j'ai hâte de voir vraiment ce 9500F. J'espère qu'il arrivera prochainement. Et apparemment, il aurait toujours la même quantité de cache et tout. Donc pas d'histoire de « Oh, on a mis moins de cache et du coup, en réalité, il est moins puissant dans les jeux vidéo ou autre chose. » Non, c'est basiquement un 9600 qui était basiquement un 9600X, mais avec une fréquence un peu plus basse. Mais le turbo permettra de certainement, même avec PBO et tout ça, vous pourrez faire tourner ce processeur à la même fréquence qu'un 9600X. Donc, basiquement, c'est un 9600X à un prix plus contenu et ça, c'est plutôt cool. Et du coup, c'était à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. J'ai apprécié que j'étais malade ces derniers jours, donc je pense peut-être que ça s'entend sur ma voix, mais voilà, ce Texamash a duré pas mal de temps, donc je me suis un peu pété la voix. Et demain, en plus, je dois aller tourner un autre podcast, justement, pour Mémoire Vive. Donc, génial, je vais me péter encore plus la voix. C'est pas grave. Bref, dans tous les cas, merci à tous. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, ciao.